L'histoire commence avec ce type et cette fille qui sortent ensemble. Ils ont eu cette idée folle de sauter dans une rivière tumultueuse ensemble, attachés et tout, pour être ensemble pour toujours. Mais le destin leur joue un sale tour parce que, de nulle part, ce méchant camion Kun débarque, traversant la forêt comme un fou et les emporte tous les deux. Avance rapide, notre homme principal Osamu se réveille et il est complètement ébahi par ce qu'il voit. Cette charmante dame explique qu'ils sont au paradis, mais qu'elle est une guide pour les gens comme lui qui se retrouvent dans ce monde. Elle s'appelle Annette et elle révèle qu'Osamu a été choisi et transporté dans ce tout nouveau monde. Un dragon redoutable passe alors qu'Annette explique que ce monde est tout sombre et chaotique, et qu'Osamu doit être le héros pour y apporter un peu de lumière. Mais Osamu ne se voit pas comme un héros, il était juste un gars ordinaire essayant de se suicider avec sa copine, et maintenant il est coincé dans ce monde étrange. Annette se prépare à lui faire un discours motivant pour qu'il veuille être un héros, mais elle est complètement choquée quand Osamu fait son truc et fait une overdose de pilules empoisonnées. Annette purifie son corps des toxines, mais Osamu dit qu'elle ne fait que l'embêter. Annette exige carrément qu'Osamu devienne un héros et accomplisse sa mission folle de sauver ce monde détraqué. Mais Osamu cherche juste un moyen d'arrêter de vivre, alors il continue de croquer les pilules, mais Annette lui rappelle qu'il est l'élu. Osamu rétorque qu'il n'a jamais demandé à être choisi, mais Annette révèle que Truck-kun est en fait un camion d'un autre monde qui fait des sélections. Parmi toutes les personnes malheureuses dans l'ancien monde d'Osamu, seules celles frappées par le Truck-kun d'un autre monde ont la chance de refaire leur vie dans ce nouveau monde. C'est comme un service de transfert de monde de l'univers d'Annette. Se faire renverser par Truck-kun signifie qu'il se sentait super misérable dans son ancienne vie, alors il a eu cette chance dans le nouveau monde. Osamu finit par avaler encore quelques pilules et il est tout énervé en disant que ce stupide camion a gâché le moment le plus heureux de sa vie, son plan pour partir en paix. Il dit carrément à Annette qu'ils n'ont pas le droit de décider qui est malheureux. Mais de son point de vue, elle l'a sauvé d'une vie tellement misérable qu'il était prêt à tout finir. Annette finit par décider que les jérémiades d'Osamu ne valent rien parce qu'il est sûr de changer d'avis une fois qu'il verra ses statistiques. Chaque humain amené dans son monde reçoit des pouvoirs surhumains incroyables, mais elle est choquée quand elle découvre qu'Osamu est faible comme tout. Le mec n'a qu'un seul point de vie minable, et il est encore empoisonné même après qu'elle l'ait détagué. Annette n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse être aussi faible, alors elle se lance dans une recherche désespérée en espérant trouver une compétence spéciale ou une capacité badass chez Osamu. Et elle est horrifiée quand elle découvre qu'il n'a absolument rien. Elle n'a jamais vu un autre monde aussi faible de sa vie. Malade comme un chien, Osamu essaie de partir mais Annette l'arrête et admet finalement qu'il a dû finir dans ce monde par erreur. Elle se dit qu'il ne pourra pas survivre dans ce monde et elle est choquée quand Osamu montre enfin un peu de confiance. Il lui dit carrément que ce qu'elle vient de dire ressemble plus à sa vraie vie. Osamu explique qu'il a toujours été considéré comme un échec, peu importe dans quel monde il se trouve. Annette s'excuse encore pour l'erreur et lui demande de rester un peu. Ce monde est follement dangereux, rempli de monstres et tout ça, donc sa vie sera finie dès qu'il mettra un pied dehors. Mais Annette est stupéfaite quand Osamu lui dit de ne pas s'en faire parce qu'il cherche de toute façon son dernier lieu de repos. La raison pour laquelle elle est si choquée, c'est qu'Osamu n'est comme personne d'autre qu'elle ait jamais rencontré. Annette était fière de guider les étrangers, s'enthousiasmant à l'idée de les rencontrer. Mais elle a vite réalisé à quel point ils étaient prétentieux et imbus d'eux-mêmes. Elle avait l'impression de passer ses journées à lécher les bottes des héros, alors elle s'est renfermée. Mais maintenant, tout son monde a été bouleversé parce qu'Osamu est d'une toute autre trempe. Osamu se prépare à entrer dans ce nouveau monde dangereux, mais Annette le supplie de choisir au moins une profession d'abord. Le mec déclare carrément qu'il n'a pas besoin de profession parce qu'il est né écrivain. Et avec cela, il fait ses adieux à la fille aux belles oreilles. En partant, Annette déclare de manière dramatique qu'elle a enfin compris. La chose qu'elle attendait depuis toujours, c'était que cet homme entre dans sa vie. Dehors, Osamu réalise qu'il ne peut pas lire l'écriture dans ce monde, mais il sait qu'il n'y aura pas de café où se détendre. Soudain, une voix surgit dans sa tête, annonçant qu'il a gagné 5 points d'expérience pour avoir découvert une nouvelle zone. Osamu souhaite que cette voix agaçante se taise parce qu'il a des migraines et tout, mais ensuite, une voix encore plus forte déclare qu'Osamu est passé au niveau 2. Juste à ce moment-là, un arbre s'effondre et la fille crie alors qu'elle est attaquée par un monstre. Elle supplie Osamu de l'aider parce qu'il est un aventurier, mais Osamu la regarde simplement, pensant à quel point les gens de ce monde ont des formes d'oreilles bizarres. Elle continue de le supplier de l'aider, mais Osamu lui demande carrément la permission d'écrire un roman sur elle. Finalement, Osamu réalise qu'elle veut vraiment qu'il la sauve, alors il lui dit d'attendre une seconde. Il essaie à moitié de tendre la main vers elle, mais finit par dire qu'il ne peut pas l'atteindre. Elle lui demande d'utiliser son épée ou de lancer un sort ou quelque chose, mais le monstre attrape aussi Osamu.
Tout ce qu'il dit, c'est qu'il ne peut pas respirer et la fille explique que l'arbre siphonne leur force vitale. Ils n'ont plus que quelques minutes avant que leur vie ne soit terminée, mais Osamu dit que c'est une sacrée bonne nouvelle. Il trouve de la joie dans ses derniers instants et fait ses adieux au monde. La fille le supplie de ne pas abandonner, mais Osamu ne répond pas du tout. Elle est stupéfaite que sa vie va se terminer de manière si étrange, mais elle est encore... Osamu, contre toute attente, est toujours en vie, à son grand désarroi. Et cette voix annonce qu'Osamu a infligé 300 points de dégâts avec son poison. La fille est carrément stupéfaite que ce type, au milieu de cette aventure épique, ait vaincu le monstre en lui faisant absorber son poison au lieu de sa force vitale. Osamu monte au niveau 3 et la fille se demande s'il s'empoisonne lui-même. Puis elle commence à se demander pourquoi il fait semblant d'être faible alors qu'il est en réalité plutôt fort. Mais Osamu explique que ce genre de truc lui arrive toujours. Le mec veut cesser d'exister, mais d'une manière ou d'une autre, il continue de survivre. Il a essayé de se suicider 5 fois, mais ça ne marche jamais. À un moment, la fille ne comprend pas pourquoi il est si déprimé, mais elle est reconnaissante qu'il lui ait sauvé la vie, alors elle le remercie. Elle lui propose de l'emmener chez elle pour qu'il puisse se reposer et il se présente. Mais quand Osamu touche sa main, il se rappelle de sa copine Sachi et se demande si elle a aussi fini dans ce monde. La fille s'énerve et lui dit que son nom n'est pas Sachi. Elle essaie de lui donner son vrai nom, mais Osamu rêve déjà de Sachi. La fille, elle est super frustrée parce qu'il l'ignore carrément, mais il a une vraie raison. Osamu vient de trouver une raison de vivre dans ce nouveau monde. Il repense à son dernier souvenir avec sa copine et déclare qu'il va trouver Sachi où qu'elle soit dans ce monde. Sa déclaration n'est pas exactement ce qu'elle semble être parce qu'il veut la retrouver pour qu'ils puissent se suicider à nouveau ensemble. Pendant ce temps, Annette prie le dieu de son monde, espérant qu'il protège Osamu. Elle souhaite aussi le revoir un jour, et son vœu se réalise quand Osamu revient. Elle ne pourrait pas être plus heureuse de le voir, mais elle est complètement choquée quand sa nouvelle petite amie Cha est là aussi. Annette n'arrive même pas à croire qu'il a déjà une fille à ses côtés, mais elle reste calme parce qu'Osamu a une question. Il veut savoir si Annette a rencontré une fille nommée Sachi. Annette est carrément horrifiée d'apprendre qu'il y a une troisième femme dans l'histoire. Osamu s'en va parce qu'Annette n'a pas d'informations sur Sachi, mais la fille chatte le rassure en disant qu'il va la trouver. Elle veut passer par la ville du château de Roth avant de rentrer chez elle, mais elle est choquée quand Annette apparaît, essayant de les empêcher de se tenir la main. Annette pense que c'est un comportement sans gêne, mais la chatte veut juste savoir pourquoi Annette les suit. Annette est trop timide pour répondre, alors la chatte comprend qu'elle doit être amoureuse d'Osamu. Bien sûr, Annette le nie et dit que c'est juste son travail de protéger l'autre mondien faible. Être un autre mondien, c'est pourquoi la chatte réalise qu'Osamu est si fort. Mais Annette dit qu'il est en fait faible comme tout. Les deux commencent à se disputer sur sa faiblesse, mais le chat révèle qu'Osamu a tué un monstre et lui a sauvé la vie. Annette est horrifiée parce que lui sauver la vie signifie qu'ils se sont rapprochés et elle commence à traiter la fille de voleuse. À ce moment-là, Osamu annonce qu'il a trouvé quelque chose de génial, un lit vraiment confortable. Mais c'est en fait un fichu cercueil et il dit aux filles de le réveiller quand ils atteindront la ville. Osamu dit bonne nuit à Annette et Tama, mais le chat est tout énervé parce que ce n'est pas son nom. Osamu est déjà endormi cependant, et Annette fait timidement remarquer qu'il l'a appelé par le bon nom. Alors, Annette se charge de traîner Osamu et son cercueil, mais Tama se demande si c'est vraiment son travail en tant que membre du clergé. Alors qu'il continue de marcher, Tama en a marre de traîner ce fichu cercueil, alors elle dit à Osamu de sortir et de marcher sur ses deux pieds. Mais il n'y a pas de réponse, et elle commence à s'inquiéter qu'Osamu ait vraiment passé l'arme à gauche. Annette vérifie ses stats, et Osamu semble aller bien, donc il est probablement juste assommé. Ils sont de toute façon assez proches du château, alors Annette demande à Tama de prendre sur elle un peu plus longtemps pour qu'il n'ait pas à le réveiller. Pendant ce temps, à l'intérieur du cercueil, Osamu rêve paisiblement de sa bien-aimée Sachi, et peu importe où elle se trouve, il va la retrouver pour qu'ils puissent mourir ensemble. Un peu plus tard, ils arrivent enfin à Roth, la ville du château. Annette et Tama ouvrent le cercueil pour laisser sortir Osamu. Osamu jette un coup d'œil autour de la ville, et il est maintenant sûr qu'il n'est plus dans le même monde. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, Annette suggère qu'il se dirige vers le château et ait une audience avec le roi, mais ils finissent par laisser le cercueil en plein milieu de la route. Au château, le roi Thomas et sa fille Charlotte sont heureux de les rencontrer, et comme ils doivent être épuisés par un long voyage, le roi leur offre un endroit pour se reposer dans les chambres du château pour la nuit. Mais avant cela, il veut entendre quelques-unes des expériences agréables d'Osamu. Osamu ne peut pas penser à beaucoup de choses agréables à raconter, mais il a apprécié le trajet en cercueil jusqu'ici, alors il dit au roi qu'il va lui montrer ce que c'est que de dormir dans un cercueil. Hors contexte, cela pourrait ressembler à une menace et tout, mais Annette change rapidement de sujet et complimente Charlotte sur son apparence. Le roi mentionne que Charlotte va bientôt se marier, donc il cherche des conseils sur ses prétendants. Thomas demande que les gars soient amenés, et c'est alors que nous rencontrons le guerrier Goms et le ménestrel errant de l'amour, Otto.
Dernièrement, à cause de la colère de l'influence du Seigneur Démon, l'activité des monstres a explosé, mais Thomas est trop vieux pour s'en occuper lui-même, alors il décide que l'un de ces deux gars va devenir le mari de Charlotte et le prochain roi de Roth. Le problème, c'est que Charlotte n'est pas trop emballée par l'idée parce qu'elle n'a pas encore choisi de mari. C'est pourquoi il laisse le choix à un groupe d'étrangers qu'il vient de rencontrer il y a seulement 10 minutes. Il leur fait choisir entre Goms et Otto pour épouser Charlotte. Mais quand le choix se présente, Osamu fait preuve d'intelligence et dit qu'il n'a jamais rencontré ces types auparavant. Tout l'avenir de Charlotte dépend de cette décision, donc c'est stupide de faire confiance à un groupe d'étrangers pour cela. Et si tu fais quelque chose comme ça sans même y réfléchir à deux fois, alors il n'est pas apte à être roi. Le roi est sous le choc, et après avoir dit cela, Osamu se retourne pour partir, tandis qu'Annette et Tama essaient frénétiquement de s'excuser pour les actions d'Osamu. Ils essaient d'expliquer qu'Osamu vient d'un autre monde, donc il peut être un peu direct parfois. Mais le roi dit que c'est cool parce qu'il n'est pas du genre à garder rancune, et il semble que Charlotte l'apprécie. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde est endormi, Osamu passe son temps à regarder par la fenêtre. Alors Annette se lève et demande s'il a du mal à s'endormir. Osamu lui dit qu'il ne dort jamais bien. Annette veut profiter de l'occasion pour en savoir plus sur Osamu, alors elle lui demande de parler de Sachi. Mais ensuite, elle aperçoit une queue qui dépasse des draps d'Osamu, alors elle tire les couvertures et voit Tama en train de dormir sur les cuisses d'Osamu. Elle n'accepte pas ces bêtises, à moins que ce soit elle qui dorme avec Osamu, alors elle attrape un oreiller et frappe Tama pour la réveiller. Tama se défend en disant qu'il fait froid et qu'elle est en partie chat, donc c'est tout à fait normal pour elle de se blottir contre les gens pour se réchauffer. Pendant qu'Annette et Tama continuent de se disputer à ce sujet, Osamu se lève et sort de la pièce à cause de tout ce vacarme. Et en entrant dans le couloir, il remarque une lumière géniale, alors il sort pour jeter un œil au lac. Et devinez quoi? Charlotte est là aussi. Lorsqu'elle aperçoit Osamu, elle l'invite à se détendre avec elle et à profiter du lac parce que c'est une belle nuit. Osamu est d'accord, disant que l'endroit est tellement magnifique qu'il a envie de plonger dans le lac pour toujours. Charlotte est choquée de l'entendre dire ça et demande si Osamu a assez de problèmes pour vouloir se suicider. Mais d'après ce qu'Osamu a vu jusqu'à présent, Charlotte semble être bien plus compliquée que lui. Après un moment de silence, Charlotte s'ouvre à Osamu, avouant qu'elle n'arrive pas à se décider entre Goms et Otto. Goms vient d'arriver au château, mais il est déjà le soldat le plus fiable qu'ils aient, et son père croit en la force de Goms, donc elle pense qu'elle devrait probablement le choisir. Mais Otto est son pote depuis qu'ils sont enfants et chaque fois qu'elle se sentait déprimée, il lui lisait une chanson et la jouait pour lui remonter le moral. Elle ne sait pas si elle doit choisir un mari qu'elle aime ou celui qui serait le roi le plus fort pour son père. Osamu rit pour lui-même et dit que Charlotte est super gentille de se soucier autant de l'opinion de son père, contrairement à lui qui a essayé d'annuler son abonnement à la vie plusieurs fois, causant toujours des problèmes à sa famille dans le processus. Mais il n'a jamais laissé quelqu'un d'autre décider comment il allait vivre sa vie. Il pense que Charlotte devrait prendre une décision basée sur ce qu'elle veut, et pour cela, elle doit découvrir ses véritables désirs. Le lendemain, le roi Thomas convoque Osamu et l'équipage dans la salle du trône. Il s'excuse pour le dérangement, mais dit qu'il les appelle ici parce que Charlotte a enfin pris sa décision sur qui elle va épouser. Il veut qu'il soit témoin de son choix. Annette est convaincue que Charlotte va choisir Goms, parce qu'elle est susceptible de mettre les besoins du royaume avant les siens. Tama, en revanche, pense qu'Otto est un bien meilleur choix pour elle. Thomas dit à Charlotte de s'avancer vers l'homme qu'elle a choisi et de lui prononcer ses vœux. Alors Charlotte commence à marcher, mais au lieu d'aller vers Otto ou Goms, elle prend la main d'Osamu et dit qu'elle veut se noyer dans le lac avec lui. Personne n'en croit ses oreilles, surtout Annette qui s'effondre par terre. Charlotte continue en expliquant ses raisons, disant qu'après avoir parlé avec Osamu la nuit dernière, elle a longuement réfléchi à qui choisir, et cela lui a fait réaliser quelque chose. Au début, elle penchait pour choisir Otto parce qu'il lui chantait toujours des chansons quand elle se sentait mal, mais maintenant, elle se souvient qu'il lui chantait même quand elle n'était pas triste. Il chantait même la nuit dernière, et il n'a jamais dit qu'il était amoureux d'elle. Il voulait probablement juste interpréter sa dernière chanson pour quelqu'un et Charlotte se trouvait là pour écouter. Quant à Goms, c'est un non catégorique parce qu'il pue terriblement. Le roi demande carrément à Charlotte de réfléchir à nouveau et de choisir un mari. Mais c'est une sacrée folie à s'inquiéter parce qu'elle a déjà dit qu'elle voulait mourir avec Osamu. Charlotte n'accepte rien de tout ça et réplique à Thomas, lui disant que c'était une décision stupide de la forcer à épouser quelqu'un sans même lui demander son avis, comme si elle n'avait jamais voulu l'épouser dès le départ. Thomas n'a jamais pris un moment pour considérer ses sentiments, mais Osamu, lui, se souciait vraiment de ce qu'elle pensait et respectait sa décision. Maintenant, Osamu est la raison pour laquelle Charlotte l'a choisi. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Goms enlève son casque et dit qu'il n'aurait jamais pensé que sa couverture serait découverte à cause de son odeur. Puis, il se transforme en sa véritable forme de serviteur du Seigneur des Ténèbres et commence à révéler qu'il avait prévu de s'emparer de ce royaume en devenant son roi et en le remettant au Seigneur des Ténèbres. Mais tout ça est fichu maintenant que Charlotte a vu à travers son déguisement. Osamu regarde Charlotte et demande si elle a compris que Goms était un fichu démon, mais elle n'en a pas la moindre idée. Elle a juste dit qu'il puait parce qu'il pue vraiment. Cela signifie que Goms a révélé son identité pour rien, mais il n'est pas prêt à admettre qu'il a foiré. Maintenant que sa couverture est grillée, il dit qu'il va juste tous les tuer.
C'est le genre de situation où une prêtresse badass serait sacrément utile, mais elle est toujours complètement assommée. Tama essaie de la réveiller pendant que Goms s'occupe des gardes, mais bon sang, les gardes ne tiennent pas longtemps, alors Tama doit attraper le corps d'Annette et se barrer pour éviter de se faire écraser par un fichu pilier. Comme Annette ne se réveillera pas de sitôt, Tama prend les choses en main et commence à se battre avec Goms. Elle est niveau 14, donc elle devrait pouvoir se débrouiller dans un combat. Et comme elle va l'affronter, Otto propose de lui jouer une chanson parce qu'il est au niveau 89. Normalement cela lui donnerait un coup de pouce, mais il s'avère qu'Otto joue juste son dernier morceau et il n'a pas d'effets spéciaux, mais Osamu semble aimer cette chanson classique. Tama n'a pas d'autre choix que de commencer à se battre toute seule. Alors que Goms la charge, Tama se baisse et lui donne un coup de pied directement au visage. Elle enchaîne avec un coup de poing de chat, mais cela ne fait pas beaucoup de dégâts à Goms. Alors il renvoie Tama voler en retour. Il dit ensuite qu'il va tout mettre dans sa prochaine attaque et déchiqueter Tama. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Osamu attire son attention et demande à Gomes de l'éliminer lui et Charlotte en premier. Gomes pense qu'Osamu plaisante, mais Osamu lui dit que maintenant que Charlotte est libérée de l'emprise de son père idiot, son premier souhait est de partir en beauté aux côtés d'Osamu. Et Osamu n'est pas prêt à laisser passer une chance de mourir, alors il demande à Gomes de lui rendre ce service. Gomes accepte de le tuer, mais il dit qu'après cela, il va s'en prendre au roi et brûler toute la foutue ville, éliminant tout le monde. Osamu s'en fiche de ce que fait Gomes parce qu'il sera mort de toute façon, mais Charlotte commence à avoir des doutes sur le fait de mordre la poussière. Alors que Gomes les charge, elle dit à Osamu qu'elle ne peut pas se laisser mourir maintenant parce qu'elle veut rester en vie et protéger le royaume. Osamu est content d'entendre que Charlotte sait enfin ce qu'elle veut vraiment. Puisqu'elle veut rester en vie, il la pousse hors de danger et prend le coup de plein fouet lui-même alors que Gomes continue de foncer droit sur Osamu. Charlotte essaie de le convaincre de ne pas se faire empaler, mais heureusement, à ce moment-là, Annette se réveille et utilise son pouvoir pour créer un bouclier de lumière afin de protéger Osamu de l'attaque de Gomes. Elle a juré de ne jamais laisser Osamu mourir tant qu'elle est à ses côtés. Donc, alors que Gomes essaie de percer son bouclier, il finit par briser ses fichues cornes dans le processus. Maintenant que Gomes est sans défense, Tama lui assène un coup qui l'envoie voler à travers le mur du château et dans le fichu lac. Tama et Annette sont soulagés d'avoir réussi, et comme Anna a vraiment aidé Tama, Tama ressent le besoin de lui montrer sa reconnaissance. Annette remercie également Tama pour son aide, et toutes les deux semblent beaucoup mieux s'entendre maintenant, et Otto est toujours là, jouant de tout son cœur comme s'il n'avait pas un souci au monde. Charlotte a beaucoup à digérer après cet incident fou, mais ensuite son père se précipite vers elle en suppliant de lui pardonner de ne pas avoir pris en compte ses sentiments auparavant. Osamu avait raison de dire que Thomas n'était pas apte à être roi, et maintenant Thomas réalise qu'il n'est même pas apte à être le père de Charlotte. Alors, il demande sincèrement à Charlotte si elle est prête à lui pardonner. Charlotte descend et dit à son vieux qu'elle lui pardonne, et à partir de maintenant, elle veut avoir beaucoup de discussions avec lui sur l'avenir de ce royaume et sur eux-mêmes. Thomas est fou de joie d'avoir fait la paix avec Charlotte, et Charlotte est ravie que son père comprenne enfin d'où elle vient. Mais tout ce à quoi Osamu peut penser, c'est comment Annette et Tama ont gâché sa chance parfaite pour un game over. Un peu plus tard, Thomas admet qu'il n'est pas fait pour diriger le royaume, alors il cède le trône à Charlotte, qui fait maintenant tout son possible pour garder le royaume en sécurité. Et Otto compose toujours des morceaux parce qu'il n'a rien de mieux à faire. Pendant ce temps, Annette et Tama transportent le cercueil d'Osamu vers leur prochaine destination, discutant de l'audace de Charlotte de devenir reine à 16 ans, mais ils sont sûrs que ça va marcher d'une manière ou d'une autre. Osamu sort du cercueil et dit que ce qui compte vraiment, c'est que Charlotte a pris la décision par elle-même et qu'elle s'y tient. Et c'est quelque chose qu'Osamu trouve beau. Après avoir traîné Osamu pendant longtemps, Tama demande à Annette si elles peuvent se détendre parce qu'elle est crevée. Elles ont parcouru pas mal de kilomètres, donc Annette pense que c'est bien de faire une pause. Une fois qu'il s'arrête, Osamu ouvre le cercueil et se demande s'il est déjà l'heure de manger. Annette lui propose du pain, mais ce gars Osamu ne jure que par le tofu bouilli. Donc, si elle n'en a pas, il va juste retourner dormir. Après la pause, Tama demande combien de temps il reste avant d'atteindre la maison. Et comme Annette tient la carte, elle dit qu'il semble qu'il nous reste encore quelques jours avant d'atteindre sa ville natale. Mais avant cela, Annette a demandé de faire un arrêt à ce temple zénithène. Tama ne se souciait pas du retard, mais elle demande pourquoi Annette a besoin d'y aller, ce qui l'incite à commencer à expliquer le processus Ischia. Habituellement, les gens d'autres mondes arrivent dans ce royaume par l'un des 4 temples, puis partent combattre le Seigneur des Ténèbres. Mais comme la mission d'Osamu est de trouver Sachên, au lieu d'abattre le Seigneur des Ténèbres, Annette veut vérifier le temple pour voir s'ils peuvent trouver des infos sur l'endroit où se trouve Sachên. Mais si la chance n'est pas de leur côté, ils pourraient devoir parcourir le monde. Mais Annette est prête à tout abandonner pour Osamu. En vérité, elle ne veut pas qu'Osamu affronte le Seigneur des Ténèbres, même si son travail est de convaincre les gens de le faire. Elle veille juste sur Osamu, elle ne veut pas le voir en danger. Tama la taquine, disant qu'elle est éprise d'Osamu. Annette nie toute intention impure, même si c'est douloureusement évident à ce stade. Elle affirme qu'Osamu a insufflé une nouvelle vie à son travail quand elle se sentait épuisée, alors maintenant elle est en mission pour l'aider à retrouver sa personne disparue. C'est tout.
Tama demande si cela signifie qu'Annette serait d'accord si elle découvrait que Sachin était en fait l'amant d'Osamu ou quelque chose comme ça. Même si l'idée lui fait mal, Annette veut quand même voir par elle-même. Au fait, Tama se demandait si Annette pouvait même entrer dans ce temple zénithène, puisqu'elle a quitté son travail pour ce voyage. Annette ne s'en fait pas parce qu'elle est proche du grand patron de ce temple zénithène, et ce n'est pas comme si elle avait abandonné son travail non plus. Elle a fait déposer sa lettre de démission officielle par ses familiers. Et par coïncidence, ce même familier est de retour et grignote la tête d'Osamu. Après avoir soigné Osamu, Annette se plaint que son acolyte cause toujours des problèmes, et maintenant qu'elle l'exprime, elle se rend compte que c'était une erreur de laisser cette chose s'occuper de la livraison de sa lettre de démission. Ses soupçons se confirment lorsque son familier vomit sa lettre, donnant l'impression qu'elle a quitté son travail sans prévenir, et elle pointe directement du doigt le familier. Voir le familier échouer si lamentablement dans sa seule tâche illumine le visage d'Osamu d'un sourire, étant donné qu'il est lui-même un peu un échec. Alors, il le nomme Mélos, et Mélos prend instantanément Osamu en affection. Mais Osamu n'est pas vraiment à la recherche d'un animal de compagnie, alors il retourne simplement dans son cercueil. Pendant ce temps, Annette perd la tête à cause de son abandon de poste sans préavis, sachant que le temple va rejeter sa demande de chômage plus tard. C'est alors que Mélos commence à agir de manière louche, puis s'enfuit rapidement, signalant que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est que lorsqu'un dragon descend du sommet qu'ils comprennent ce que Mélos essayait de leur avertir. Un dragon est considéré comme la créature la plus redoutable, laissant Annette perplexe sur la façon de le gérer. Mais avant que le dragon ne devienne fou, une fille apparaît derrière Annette et Tama, ordonnant à Kohaden d'arrêter d'attaquer des gens au hasard. La fille s'approche ensuite du dragon, le caresse, laissant Annette et Tama stupéfaits. Ils n'ont jamais vu quelqu'un apprivoiser un dragon, alors ils demandent qui elle est, mais elle se tourne simplement vers eux, disant que la région grouille de monstres, les avertissant de partir avant de se blesser. Et il semble qu'un de leurs coéquipiers ait déjà mordu la poussière. Annette s'excuse pour la confusion et précise qu'Osamu, toujours en vie, est juste un excentrique d'un autre monde qui aime faire la sieste dans un cercueil. Le moment où la fille apprend qu'Osamu n'est pas d'ici, un déclic se produit dans sa tête. Elle jette son manteau pour révéler qu'elle est une fille dragon, jurant d'éliminer tous les autres mondes. La puissance pure qui émane d'elle est hors norme. Alors, quand elle envoie une décharge dans leur direction, Annette parvient à peine à la bloquer un instant avec son bouclier. Mais son bouclier ne suffit pas car la décharge a toujours de l'impact. Ils sont laissés éparpillés sur le sol, réalisant que le pouvoir de cette fille dragon est d'un tout autre niveau. Pourtant, ils ne reculent pas quand il s'agit de protéger Osamu. Alors, ils se relèvent, prêts à se battre à nouveau. Mais cette fille dragon ne tolère aucune de leurs interférences. Alors elle exerce une forte pression, les forçant à retourner au sol. Alors qu'ils sont immobilisés, elle se tient au-dessus d'eux, laissant Annette apercevoir la marque sur son cou, une marque qu'Annette reconnaît comme celle du Seigneur des Ténèbres courroucé. Ce Seigneur des Ténèbres est sur le point de mettre fin à Annette et Tama. Mais avant qu'elle ne puisse accomplir l'acte, Osamu intervient, lui demandant de se calmer avec la violence envers les autres. Il lui dit qu'elle a un problème avec des gens d'autres mondes, et que cela signifie que celui qu'elle cherche, c'est lui. Osamu lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut de lui. Et comme il ne résiste pas, le Seigneur des Ténèbres accepte de laisser les autres tranquilles. En une fraction de seconde, elle transperce la poitrine d'Osamu d'un coup de poing. Alors qu'il s'effondre, ce Seigneur des Ténèbres se déclare comme Waldelia, disant à Osamu de reposer en paix pour toujours. Mais alors qu'elle s'éloigne, Osamu se relève, riant du fait qu'elle l'a vraiment poignardé. Il peut sentir la haine en elle parce qu'il l'a déjà ressentie, il a même eu des pensées de poignarder quelqu'un. Le gars est allé jusqu'à écrire une lettre de menace à l'époque, donc il sait ce que ça fait d'être consumé par la haine. Waldelia commence à avoir peur maintenant, mais Osamu continue de s'approcher et touche sa joue, lâchant ce charme d'homme mourant. Il dit qu'il est prêt à écouter son histoire, mais Waldelia ne tombe pas dans son jeu aussi facilement. Elle appelle son transport, Kohaden, pour la récupérer avant que les choses ne dégénèrent. Une fois parti, Osamu s'effondre à nouveau, car sa blessure à la poitrine est toujours grande ouverte. Mais Mélos ne disparaît pas encore, il se ressaisit enfin et les emmène au temple. Yisha voit qu'Annette est mal en point et se précipite à ses côtés. Mais Annette lui demande de s'occuper d'Osamu d'abord parce qu'il est en pire état. Yisha voit que c'est vraiment grave, alors elle appelle toutes les potions et prêtres disponibles pour aider Osamu à se rétablir. Le jour suivant arrive et Osamu est de nouveau sur pied, mais il n'est pas d'accord avec ça. Alors, son premier geste est de s'emparer d'une bouteille de poison pour boire. Pendant qu'il est en mission, Annette félicite Yisha pour toute son aide et promet de lui rendre l'appareil plus tard. Annette pose ensuite une question à Yisha au sujet d'un autre monde nommé Sachin, mais Yisha ne se souvient pas de ce nom. Yisha se dit que Sachin doit être posté dans un autre temple. Plus important encore, Yisha demande à Annette pourquoi elle traîne soudainement avec un autre monde. Elle a été choquée d'apprendre qu'Annette avait abandonné son travail. Mais au fond, elle est secrètement soulagée parce qu'elle savait qu'Annette était trop sensible pour ce genre de travail. Mais Yisha n'est pas d'accord avec Annette qui s'associe avec un autre mondien parce qu'elle a vu de ses propres yeux que la plupart d'entre eux sont juste des personnages louches. Ces gens reçoivent des dons divins pour abattre le Seigneur des Ténèbres, mais ils appellent tous leurs dons des compétences surpuissantes et les utilisent pour des conneries comme lancer une carrière de rap qui échoue. L'un de ces rigolos s'appelle Kotaro.
et il a malheureusement reçu le pouvoir de détruire l'économie mondiale en produisant en masse des pièces d'or comme un fou. Il essaie de séduire les filles en leur proposant d'acheter tout ce qu'elles veulent en échange d'un bon moment, mais Isha n'est pas d'accord. Elle lui renvoie son or à la figure et lui dit de dégager parce qu'elle est en pleine discussion sérieuse. Kotaro était un casse-tête, mais il a en quelque sorte prouvé son propre point que les étrangers ne sont pas de bonnes personnes. Annette essaie de plaider en faveur d'Osamu, affirmant qu'il n'est pas du même acabit que les autres, mais Yisha n'y croit pas parce que les ondes d'Osamu crient de problème. Yisha avertit Annette que rester avec Osamu mènera à la ruine, mais Annette reste ferme en disant qu'Osamu n'est pas une mauvaise influence parce qu'elle a vu elle-même s'améliorer depuis qu'elle est avec lui. Mais la défense d'Annette sur le fait qu'Osamu soit une force positive prend un coup quand il débarque en demandant de l'argent pour acheter de la drogue. Et elle lui donne volontiers tout ce dont il a besoin. Yisha commence à penser qu'Annette est peut-être trop impliquée si elle est déjà aussi liée à Osamu. Yisha est au moins curieuse du don d'Osamu, mais elle est déconcertée quand Annette révèle qu'Osamu n'a pas de don du tout. Même s'il n'a pas de don, Osamu s'est quand même mise en danger pour protéger Annette et Tama du Seigneur des Ténèbres. Mais cette nouvelle frappe encore plus Yisha, parce que le Seigneur des Ténèbres aurait mordu la poussière il y a 7 jours aux mains de certains étrangers. Et voilà qu'on aperçoit un trône tout taché du sang de l'ancien Seigneur des Ténèbres, avec l'étranger qu'il a éliminé tranquillement installé dessus. Pendant ce temps, Waldelia rôde dans l'ombre, jurant de venger la mort de son père. Plus tard, Annette rejoint Tama et lâche la bombe que le Seigneur des Ténèbres a été éliminé il y a une semaine. Yisha l'a appris récemment de l'église, et c'est une super nouvelle car cela signifie que la paix pourrait enfin s'installer sur Zauberberg. Mais si le Seigneur des Ténèbres est vraiment mort, alors qui essayait de l'éliminer plus tôt? Annette n'a pas la réponse à celle-là. Et maintenant que Tama y réfléchit, Osamu n'est-il pas arrivé il y a 7 jours aussi? Si le Seigneur des Ténèbres était déjà fini à ce moment-là, pourquoi ont-ils quand même impliqué Osamu? À ce moment-là, Osamu déchire ses notes et tombe par terre, alors Tama vérifie ce qui ne va pas avec lui cette fois. Il avoue qu'il a du mal à écrire toute la folie qui s'est passée depuis qu'il est arrivé dans ce monde. Annette demande s'il a écrit quelque chose à son sujet, mais Osamu admet qu'il n'a pas noté un seul mot sur elle. En fait, il a ressenti une poussée d'inspiration après avoir croisé Waldelia, espérant que cette même étincelle ravive sa créativité. Mais Tama dit qu'elle ne va pas faire de trucs dangereux avec lui. Annette suggère qu'ils aillent tous en ville pour se détendre, et avec son avenir avec Osamu en tête, il y a quelque chose qu'elle veut lui prendre. Une fois en ville, Annette ramasse une lourde armure pour Osamu afin de le garder sain et sauf. Osamu ne s'inquiète pas car l'ajustement serré lui rappelle son cercueil. Avec Osamu bien installé, Annette et Tama partent faire plus de shopping, alors Annette avertit Osamu de rester sur place pendant leur absence. Un peu plus tard, Yisha se promène en ville lorsqu'elle aperçoit un groupe d'enfants rassemblés autour d'une énorme armure, et elle est choquée de trouver Osamu confortablement installé à l'intérieur. Ignorant la curiosité de savoir pourquoi il porte cet équipement lourd, Yisha annonce qu'elle a quelque chose à discuter avec Osamu. Elle déclare qu'à partir de maintenant, Annette part avec elle parce qu'elle est convaincue que rester avec Osamu ne mènera qu'à la misère. Yisha ordonne à Osamu de couper les ponts avec Annette immédiatement, mais Osamu se contente de sourire et lui dit que c'est à Annette de décider si elle reste avec lui ou non. Yisha ne peut pas prendre cette décision pour elle. De plus, comment Yisha peut-elle être si certaine qu'Osamu va entraîner Annette vers le bas alors qu'elle ne sait rien de lui? Et juste parce qu'il vient d'un autre monde, Yisha saute aux conclusions qu'Annette serait mieux sans lui. À ce moment-là, Misha entend un bruit étrange, et en allant vérifier, elle surprend Kotaro, amenant un autre étranger appelé Suzuki sur les lieux. Suzuki annonce à la foule que le Seigneur des Ténèbres a finalement été vaincu, alors tout le groupe commence à acclamer les étrangers qui les ont libérés de l'emprise du Seigneur des Ténèbres. Mais Suzuki les corrige car ils ne parlent pas de liberté. C'est plutôt qu'ils ont un nouveau patron en ville. Il déclare qu'à partir de maintenant, ce sont les autres mondes qui dirigent le spectacle, et qu'il prend le contrôle de la ville, donc il exige que tout le monde s'incline devant lui. Juste à ce moment-là, Kotaro aperçoit Annette et l'accuse d'être l'une des elfes qui lui a frappé le visage avec des pièces. Alors Suzuki saute et commence à lui aboyer dessus pour avoir touché un autre monde, et il rend très clair qu'elle ne refera pas un coup comme ça. Après avoir posé sa main sur la tête d'Annette, Suzuki active sa compétence. Et en quelques instants, les yeux d'Annette deviennent sombres alors qu'elle tombe complètement sous son contrôle. Tama remarque que quelque chose ne va vraiment pas, et réalisant que Suzuki a manipulé Annette, elle attrape Kotaro par la veste et exige de savoir ce qui s'est passé. Kotaro se contente de sourire et lui dit qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire maintenant que la compétence de Suzuki est en jeu, et il explique que quiconque Suzuki touche devient sa marionnette sans esprit. Tama est furieuse et menace de battre Kotaro jusqu'à ce qu'il oblige Suzuki à réparer Annette. Mais avant que Tama ne puisse même toucher Kotaro, Suzuki pose tranquillement sa main sur sa tête et la transforme en une autre marionnette obéissante. Les choses deviennent incontrôlables. Puis Isha arrive enfin, furieuse contre Suzuki pour avoir abusé de ses pouvoirs. Elle lui a appris à utiliser ses capacités pour le bien, pas pour asservir les gens. Cependant, Suzuki se moque éperdument de la désapprobation d'Isha parce que c'est lui qui tient toutes les cartes maintenant. Puisque Isha et les villageois essaient de s'opposer à lui, il décide de détruire complètement la ville pour en faire un exemple. Il prévoit de la reconstruire comme une forteresse où personne n'osera plus le défier.
Avant de partir, il informe Isha qu'il va prendre le contrôle de son église et la transformer en son nouveau château. Sous les ordres de Suzuki, ses chiens d'attaque se déchaînent, démolissant la ville. Même Tama, maintenant sous le contrôle de Suzuki, se joint à la destruction, exprimant sa colère sur l'armure dans laquelle Osamu avait été enfermé plus tôt. Osamu, cependant, n'est même pas dérangé par le saccage de Tama. Il trouve en fait assez hilarant qu'Annette ait eu raison de dire que l'armure était une bonne idée pour des urgences comme celle-ci. Finalement, les coups incessants de Tama finissent par fissurer l'armure, mais dans le chaos, elle finit par lancer le casque directement sur son propre visage, l'assommant instantanément. Osamu est maintenant libéré de l'armure, et avec Tama inconsciente au sol, il fait la seule chose qui lui vient à l'esprit. Il la met dans un tonneau pour s'assurer qu'elle ne cause plus de problème. Après avoir réglé cela, Isha s'écrase dans le bâtiment à côté de lui. Pour une fois, elle est en fait soulagée de voir le visage d'Osamu, mais elle maintient toujours ses déclarations précédentes, selon lesquelles Suzuki est un parfait exemple de ce que sont les autres mondes. Suzuki n'a pas seulement utilisé son don pour ses propres désirs égoïstes, sa cupidité l'a rendu un véritable danger pour la société. Il est clair que le pouvoir de son don lui est monté à la tête car il n'était pas comme ça lorsqu'il est arrivé dans ce monde. À l'époque, c'était un gars timide et faible, mais maintenant il s'est transformé en véritable monstre. Entendre Isha parler de la chute de Suzuki ravive une nouvelle flamme en Osamu. Il demande à Isha où se trouve Suzuki et elle lui dit que Suzuki devrait être à l'église. Alors Osamu demande à Isha de garder un œil sur Tama pendant qu'il va confronter Suzuki. Isha l'avertit que c'est insensé de s'en prendre à un héros sans avoir son propre don. Mais Osamu insiste, disant qu'il veut écrire sur l'histoire de Suzuki. Voyant à quel point il est déterminé, Isha accepte de l'accompagner pour le protéger. Lorsqu'ils atteignent les portes de l'église, Osamu est motivé, mais Isha ne comprend pas comment il peut être si détendu dans cette situation. Il a vu ce que le don de Suzuki peut faire, donc il devrait savoir qu'il est sérieusement désavantagé dans un combat direct. S'il entre sans plan, elle lui dit qu'il sera déchiqueté par les bêtes de Suzuki. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Osamu sort une bouteille de poison de sa manche. Isha est impressionné pensant qu'Osamu prévoit d'utiliser le poison sur les bêtes, mais à sa grande surprise, il avale toute la bouteille d'un seul coup. Avec le poison hors de l'équation, Isha se met à quatre pattes, disant qu'ils devront utiliser la porte de derrière. Mais Osamu l'ignore et se dirige directement vers la porte d'entrée. Osamu salue Suzuki et lui dit qu'il est intéressé à écrire un roman sur son histoire. Suzuki, pensant qu'Osamu est un fan voulant documenter ses actes héroïques, est ravi. Mais Osamu lâche la bombe que le roman qu'il veut écrire parle d'un perdant qui a reçu bien plus de pouvoir qu'il ne méritait et qui est devenu un vrai crétin. Suzuki se sent énormément irrespecté, alors il ordonne à sa meute de chiens de déchiqueter Osamu. Osamu reste là comme s'il était en vacances, alors Isha intervient pour le défendre. Elle lance un sort qui envoie des lasers directement dans la tête des chiens, mais elle est débordée et les bêtes restantes de Suzuki commencent à lancer des boules de feu sur Osamu. Avec Isha hors service, on dirait qu'Osamu va passer une très mauvaise journée. Juste au moment où tout espoir semble perdu, les boules de feu sont déviées par un casque flottant et retournent directement vers Suzuki. Il s'avère que Melos utilise le casque pour dévier les boules de feu parce que l'armure a ce truc astucieux de renvoyer les sorts de bas niveau. Kotaro panique, réalisant qu'Osamu a une sacrée protection scénaristique. Mais Suzuki ne s'en fait pas, il a encore un dernier tour dans son sac. Suzuki ordonne à son grand loup d'attaquer Osamu, alors que le loup le mord, il commence à se décomposer et s'effondre. Isha n'en revient pas que le poison qu'Osamu a bu les ait réellement sauvés, et Kotaro est maintenant convaincu à 100% que Suzuki ne peut pas vaincre l'armure scénaristique d'Osamu, alors il prend sa tête en forme de pomme de terre et s'enfuit. Suzuki admet à contre-cœur qu'Osamu est plus coriace qu'il ne le pensait, mais il n'a pas encore fini. Il appelle Annette pour qu'elle vienne terminer le travail. Annette, sous le contrôle de Suzuki, charge Yisha avec un poignard et manque de peu de la poignarder. Yisha, ne voulant pas se battre contre Annette, pense qu'il vaut mieux battre en retraite pour l'instant. Mais Osamu n'est pas d'accord, il croit qu'Annette est assez forte pour se libérer du contrôle mental. Suzuki rit, disant que son contrôle mental est imbattable et qu'Annette est condamnée à être son esclave à vie. Pourtant, Osamu est convaincu qu'Annette peut le surmonter. Il s'approche d'elle et lui dit qu'elle n'a pas à obéir aux ordres de Suzuki. Il semble que les mots d'Osamu l'attignent car Annette commence à hésiter, essayant de résister à l'envie de le poignarder. Suzuki est furieux, utilisant tout son pouvoir pour forcer sa main. Mais Annette, par pure force de volonté et un flashback, parvient à se libérer du lavage de cerveau en se poignardant dans la jambe. La douleur la réveille et elle s'effondre dans les bras d'Osamu. Avec Annette redevenue elle-même, Osamu demande à Isha de soigner sa blessure à la jambe. Yisha commence à réaliser qu'elle a peut-être mal jugé Osamu en tant que personne. Suzuki réalise que son pouvoir n'est plus tout puissant et il commence à transpirer, sachant qu'il va devoir rendre des comptes pour tous ses crimes de guerre. Il panique, sachant qu'il va recevoir une justice sévère de la part de toutes les personnes qu'il a malmenées. Il regarde autour de lui, désespéré de trouver un couteau pour en finir. Mais juste au moment où il est sur le point de se donner à l'au-delà, Osamu intervient pour l'arrêter.
Pas parce qu'il se soucie de la vie de Suzuki, mais parce qu'il n'en a pas fini avec son histoire. Il veut que Suzuki révèle tout sur sa vie passée. Alors, n'ayant plus rien à perdre, Suzuki commence à raconter son passé. Suzuki était juste un lycéen moyen, constamment harcelé par les plus grands. Il était très timide et faible et ne se défendait jamais. Il a même pensé à sauter d'un toit pour échapper à ses harceleurs, mais il a renoncé à la fin. Un jour, un vieil homme ivre l'a bousculé et a commencé à crier comme si c'était la faute de Suzuki. Suzuki était en colère, mais n'avait toujours pas le courage de riposter, donc il était essentiellement une cible ambulante pour Kamionbon. La prochaine chose qu'il sait, il est aspiré dans ce monde et accueilli par Isha comme le soi-disant héros censé abattre le seigneur démon. À partir de là, il a dû se débrouiller seul, se frayant un chemin à travers des batailles avec des loups et les transformant finalement en ses fidèles sbires. Avec sa nouvelle équipe, il a abattu des monstres de gros calibre. Il pensait que les choses allaient enfin s'améliorer pour lui, mais en traversant la ville, il s'est rendu compte que même avec tout son nouveau pouvoir, les gens le traitaient toujours comme un moins que rien, tout comme sur Terre. L'idée d'être à nouveau harcelé l'a poussé à bout. Il avait subi un tourment sans fin sur Terre, et maintenant il est acclamé comme un héros ici. Mais il n'avait aucune motivation réelle pour sauver ce nouveau monde ou jouer le rôle de héros. Même quand il essayait d'agir comme un méchant, il n'y arrivait pas. Osamu aime l'histoire de Suzuki parce qu'elle conclut bien son roman. C'est à propos d'un type pitoyable qui ne pourrait jamais être un vrai héros, coincé en tant que méchant à cause de sa propre faiblesse, un paria ou qu'il aille. Alors Osamu décide d'appeler le roman Isekai Shikaku. En le nommant, des pages du roman commencent à flotter autour de Suzuki, rendant le tout surréaliste. Puis Osamu remercie Suzuki pour l'histoire, disant que cela l'a aidé à enfin écrire quelque chose avec lequel il est vraiment à l'aise. Mais il ne l'appelle toujours pas un chef-d'œuvre. Alors il attrape une page du roman et la déchire en morceaux. En faisant cela, un cercle magique apparaît sous Suzuki. Isha et Annette le reconnaissent comme le cercle d'invocation qu'elles utilisent pour amener des héros dans ce monde, mais cette fois, il fonctionne à l'envers. Dans un éclair de lumière, Suzuki est renvoyé sur Terre, Annette vérifie l'écran de statut d'Osamu, et à sa grande surprise, Seisei a maintenant un don qui n'était pas là auparavant. Isha suppose que cela doit être une compétence spéciale qui ne fonctionne que contre les étrangers. Cela signifie qu'Osamu a été amené ici spécifiquement pour s'occuper des étrangers. Après la disparition de Suzuki, Osamu s'effondre, déçu de ne pas avoir pu créer le chef-d'œuvre qu'il visait. Il est complètement inconscient du pouvoir de son écriture et il commence à se demander ce qui est arrivé à Suzuki. Avec le départ de Suzuki, tous les monstres sous son contrôle se calment et commencent à quitter la ville. Tama finit par sortir du tonneau, mais elle se gratte la tête, ne sachant même pas pourquoi elle y était en premier lieu. Avec tout revenant à la normale, Isha pense qu'Osamu mérite une récompense pour avoir sauvé la ville de Suzuki. À sa demande, elle fait fabriquer un cercueil personnalisé pour lui. Annette remercie Isha pour toute son aide, mais avant de partir, Isha veut avoir une conversation sérieuse avec elle. Elle dit qu'il est probable qu'Osamu soit un grand héros dans ce monde, ce qui signifie que voyager avec lui va être extrêmement dangereux. Mais Isha a vu la détermination d'Annette et pense qu'elle peut gérer tout ce qui se présente, alors elle demande à Annette de soutenir Osamu du mieux qu'elle peut. Après cela, le groupe est prêt à continuer leur voyage avec Tama et Annette qui saisissent les cordes pour tirer le cercueil d'Osamu. Avant qu'ils ne partent, Isha a encore une question pour Osamu. Elle a réfléchi à la chute de Suzuki. Suzuki était un type bien avant d'obtenir ses pouvoirs et de venir dans ce monde, alors Isha se demande s'il est devenu mauvais juste parce qu'il a été invoqué. Osamu a une autre opinion. Il dit que bien que l'histoire de Suzuki en tant que héros ici soit terminée, son histoire sur Terre est toujours en cours. C'est à lui de renverser la situation et de faire la différence. Et puis nous voyons Suzuki sur Terre après qu'il ait trouvé un emploi et décidé de changer sa vie pour le mieux. Après le départ d'Osamu et de la bande, Isha se rend au siège de l'église pour les informer de ce qui s'est passé. À son arrivée, elle aperçoit son collègue, Wolf, assis et buvant pour oublier ses problèmes. Elle est assez choquée qu'il commence déjà à boire le matin, mais Wolf a haussé les épaules, disant que son travail était bien plus stressant que le sien. Alors que Isha traite avec des gens comme elle, Wolf doit gérer des nains, et selon lui, les nains sentent vraiment mauvais. Juste au moment où Wolf est sur le point de continuer à se vanter des nains, Elton entre et le réprimande. Il dit que ce n'est pas cool pour Wolf de débiter des conneries racistes pendant ses heures de travail, surtout qu'il est évêque. Wolf présente des excuses peu sincères, mais lance une pique à Elton pour être un évêque gobelin, étant donné que la plupart des évêques sont des elfes. Elton n'est pas déconcerté et dit à Wolf qu'il agit pire que les nains qu'il déteste tant. Cela met vraiment Wolf en colère, et il défie Elton de gérer des nains toute la journée pour voir s'il ne devient pas raciste lui aussi. À ce moment-là, le cardinal Miller arrive et leur dit d'arrêter leurs bêtises et de s'asseoir pour commencer la réunion. Lorsque la réunion commence, Miller s'excuse d'avoir convoqué tout le monde à la dernière minute. Il veut commencer par des mises à jour de chaque région, mais remarque qu'il manque quelqu'un. Avant qu'il ne puisse en dire plus, l'évêque manquant entre en trébuchant et tombe devant tout le monde. Ils n'ont aucune idée de qui est cette nouvelle personne, alors Miller la présente comme la nouvelle évêque du Temple de l'Ouest, prenant la relève après qu'Annette ait abandonné son poste. Ils prennent tous place autour de la grande table de conférence, et le cardinal Miller commence en demandant aux évêques de commencer par leur rapport.
Tout d'abord, c'est Arya qui remplace Annette. Elle se présente et dit qu'il ne s'est pas passé grand chose dans sa région récemment, mais Miller intervient, mentionnant qu'il a entendu dire que la princesse Charlotte a récemment pris le trône, ce qui est assez significatif. Arya s'empresse de s'excuser d'avoir oublié ce détail, visiblement inquiète de faire mauvaise impression. Mais Elton, l'évêque gobelin, l'interrompt et commence à donner sa mise à jour. Il rapporte que les choses dans sa région ont été paisibles dernièrement et qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Tout a été calme, donc il n'a pas de nouvelles majeures. Wolf prend la parole ensuite et parle de son territoire, qui est vraiment perdu dans la campagne. Il explique que bien que sa région soit généralement stable, il y a parfois des querelles avec les nains, mais il assure à tout le monde que ces conflits sont assez normaux et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Quand Isha prend la parole, elle apporte des nouvelles sérieuses. Un autre monde a récemment fait des ravages dans sa région et a détruit la moitié de la ville de Val. Elle travaille dur pour ramener la ville à la normale, mais ce n'est même pas le plus gros problème. La principale raison pour laquelle Miller a convoqué cette réunion est de traiter la situation avec les Otherworlders. Comme il l'a mentionné la semaine dernière, un groupe d'Otherworlders a abattu le Seigneur des Ténèbres Raphael. À cause de cela, le pape a décidé de sceller le cercle magique qui relie leur monde aux autres et mettre Truck-Tune en congé payé indéfini. Elton est soulagé que le Seigneur des Ténèbres soit hors jeu, mais il est toujours inquiet. Les 7 autres mondes qui l'ont vaincu ont revendiqué son ancien territoire et annoncé qu'ils allaient transformer Zauberberg en leur idée d'une utopie parfaite. Toute cette situation s'annonce comme une véritable déclaration de guerre, cela a sérieusement ébranlé le pape. Les autres mondes étaient initialement vus comme des sauveurs divins, des anges envoyés d'en haut pour sauver ce monde de la ruine. Le pape avait une véritable affection pour eux et les voyait comme des alliés clés. Mais maintenant, il semble qu'il se soit retourné contre lui, ce qui est un coup dur. L'Église se prépare à une menace imminente et ce n'est pas seulement les autres mondes dont elle doit s'inquiéter. Il y a aussi le chaos qu'ils ont répandu à travers diverses régions et la mystérieuse disparition de la fille du Seigneur des Ténèbres de sa forteresse. Il est difficile de croire que les Otherworlders, qui étaient autrefois les plus grands alliés de l'Église, sont maintenant ses plus grands adversaires. S'ils unissent leurs forces, ils pourraient devenir une menace bien plus grande que le Seigneur des Ténèbres ne l'a jamais été. Arya est compréhensiblement anxieuse quant à la manière dont ils vont affronter des adversaires aussi redoutables. Cependant, Aisha pourrait avoir une solution potentielle et elle révèle au groupe qu'il y a un Otherworlder avec une capacité unique, celle de renvoyer les Otherworlders dans leur propre monde. Cette révélation choque tout le monde, mais si la théorie d'Aisha tient la route, alors le don d'Osamu pourrait bien être la clé pour renvoyer ces envahisseurs d'où ils viennent. Alors qu'il digère cette nouvelle, le pape fait une apparition surprise. Son arrivée prend tout le monde au dépourvu, mais il est visiblement soulagé d'entendre parler de cette solution potentielle. Il demande à Aisha de fournir plus de détails sur cette personne, avec une capacité remarquable. Pendant ce temps, dans l'ancien domaine du Seigneur des Ténèbres, 2 des 7 autres mondes qui ont aidé à le vaincre restent au château. Les 5 autres se sont dispersés dans différentes régions, chacun ayant l'intention de revendiquer de nouveaux territoires pour leur empire naissant. Et les 2 restés observent avec impatience comment les choses vont se dérouler. De retour avec Osamu et les autres, ils atteignent enfin leur destination. Tama est ravie à l'idée de passer une bonne nuit de sommeil dans un vrai lit, mais elle reçoit alors une notification du système. Grâce à toute l'atout et au transport qu'elle a fait, son niveau est monté à 17. Monter de niveau est généralement une bonne nouvelle, mais Tama n'est pas très enthousiaste sur la façon dont cela s'est produit. Puis Annette décide qu'il devrait commencer par trouver une auberge pour la nuit, mais une voix s'élève en disant qu'il y a un bon endroit plus bas sur la route. Annette lève les yeux et voit un petit enfant perché sur un poteau indiqué. L'enfant révèle qu'il y a un service de répartition de héros en ville, où les autres mondes s'associent à des groupes qui ne sont pas très sûrs de leurs compétences. Il s'assure essentiellement que la mission se déroule bien et que tout le monde reste en sécurité. L'enfant dit qu'il a eu l'idée lui-même, mais dès qu'il mentionne les autres mondes, le visage de Tama devient pâle. Elle a des flashbacks de ce que Kotaro et Suzuki ont fait, donc elle n'est pas du tout intéressée. Le gamin est confus quant à la raison pour laquelle Tama déteste autant les Otherworlders, surtout qu'ils sont ceux qui ont sauvé le monde. Mais il passe à autre chose et propose de les présenter à un Otherworlder tout de suite, mais pour une petite somme bien sûr. Il demande 40 000 Geneko pour l'introduction, mais Tama n'est pas d'accord car elle ne veut pas dépenser autant d'argent. Annette, en revanche, est prête à dépenser cet argent si cela signifie obtenir un héros puissant pour garder Osamu en sécurité. Le gamin pense qu'elle parle de garder un cercueil, alors il commence à dire que le mort apprécierait probablement que son corps soit protégé. Juste à ce moment-là, Osamu sort du cercueil et dit au gamin qu'il n'est pas encore mort, bien qu'il aimerait un peu l'être. Le gamin panique, mais Tama le rassure, en disant que malgré son apparence, Osamu est aussi un héros. Le gamin n'est pas convaincu, et il arrache l'argent à Annette, en disant qu'il amènera le héros à leur auberge plus tard ce soir. Tama est toujours sceptique, mais elle admet qu'avoir un héros fort dans leur équipe serait génial puisqu'elle n'aurait plus à trimballer le cercueil. Mais Annette, en revanche, aime bien tirer le cercueil. Plus tard dans la soirée, Annette et les autres traînent à l'auberge, attendant que Nerm se montre comme il l'avait promis. Mais ensuite, Osamu dit directement à Annette que le gamin ne viendra pas et qu'elle s'est fait arnaquer.
L'aubergiste entend et demande s'ils attendent un enfant nommé Nerm. Quand Annette confirme, l'aubergiste leur annonce que Nerm est connu en ville comme un jeune escroc, il n'a même jamais rencontré de héros, donc il ne pourrait pas présenter Annette à un comme il l'a prétendu. Annette est dévastée d'avoir perdu 40 000 Geneko et Tama essaie de la calmer. Osamu est curieux à propos de Nirm. Alors, l'aubergiste explique que Nirm est un orphelin qui est arrivé en ville un jour et qui arnaque les voyageurs sans méfiance depuis. Il est un problème pour la ville, mais parfois l'aubergiste a pitié de lui puisqu'il est seul sans personne pour le remettre sur le droit chemin. Pendant ce temps, Nirm se détend sous un pont, regardant la pile d'argent qu'il a escroqué. Mais soudain, il est attrapé par des ravisseurs inconnus. Ils le traînent dans une cabane abandonnée et commencent à fouiller dans son butin mal acquis. Nirm leur demande ce qu'ils comptent faire de lui, et les trois types dégagent une ambiance vraiment louche. Nirm essaie de bluffer pour s'en sortir, affirmant que son ami héros se vengera s'ils lui font du mal. Les gars n'y croient pas cependant. Ils savent que Nirm n'a jamais rencontré de héros, et en fait, ils sont eux-mêmes des héros. L'un d'eux a ce don fou qui lui permet d'invoquer une puissante arbalète. Comme Nirm a utilisé le nom du héros pour escroquer des gens, cet autre mondeur décide de le punir avec une flèche dans la tête. Nirm est stupéfait que les héros qu'il admirait soient en réalité des salauds, mais il s'y résigne et se prépare à sa fin. Juste au moment où l'archer s'apprête à tirer, Osamu arrive, pousse la main du gars et redirige la flèche directement dans le genou du type en métal à côté de lui. Osamu confronte les méchants, leur disant qu'ils n'ont pas le droit de se dire héros quand ils agissent de manière si méprisable. Ces mots, cependant, tombent dans l'oreille d'un sourd, alors qu'un des méchants aux yeux brillants utilise son aptitude pour analyser Osamu. À la stupéfaction générale, il découvre qu'Osamu est également un autre monde. Cette révélation met tout le monde sur le qui-vive car ils ne sont pas sûrs des pouvoirs d'Osamu. En y regardant de plus près, l'évaluateur réalise qu'Osamu est grièvement blessé avec seulement un point de vie restant et actuellement empoisonné. Cette découverte calme d'abord l'archer, qui croit maintenant pouvoir vaincre Osamu facilement. Mais dès qu'Osamu entend la menace de l'archer de le tuer, son intérêt est éveillé et il marche résolument vers eux. L'évaluateur commence à paniquer alors que les statistiques de santé d'Osamu augmentent rapidement, et Osamu provoque l'archer de lui tirer droit dans le cœur. Croyant à un piège, l'archer décide de battre en retraite, fuyant avec ses compagnons. Alors que les méchants s'échappent, Osamu se sent découragé car il espérait qu'il l'achèverait. Nirm, témoin de la confrontation, demande à Osamu s'il est un héros. Osamu rejette cette idée, disant qu'il est loin d'être noble. Au lieu de cela, il se décrit comme un simple homme essayant de naviguer dans le monde difficile des adultes. Il encourage Nirm à préserver son innocence un peu plus longtemps avant de devenir lui aussi corrompu que ces autres mondes qu'il méprise. Inspiré par les paroles d'Osamu, Nirm ressent un sentiment d'espoir, mais cela se transforme rapidement en panique lorsqu'il réalise qu'Osamu l'a laissé attaché et est maintenant hors de vue, ce qui signifie qu'il sera coincé ici toute la nuit. Le lendemain matin, alors qu'Osamu et les autres se préparent à quitter la ville et à poursuivre leur voyage, Tama remarque l'air somnolent d'Osamu et lui demande s'il a réussi à bien dormir. Annette, se rappelant qu'Osamu s'était éclipsé la nuit précédente sans dire où il allait, lui demande s'il a passé la nuit avec quelqu'un. Osamu se contente de dire qu'il a eu une nuit mouvementée, ce qui amène Annette à s'inquiéter qu'une autre femme ait pu être impliquée, la faisant pleurer à l'idée de perdre l'affection d'Osamu au profit de quelqu'un d'autre. Leur discussion est interrompue par Nirm, qui insiste sur le fait qu'ils doivent se dépêcher et partir. Tama le reconnaît alors et exige immédiatement qu'ils rendent l'argent qu'ils lui ont payé pour la fausse promesse de présenter un héros. Nirm insiste qu'il n'a pas menti, affirmant qu'il est bien le héros qu'il a promis, bien qu'il admette ne pas être particulièrement fort. La scène se déplace vers le groupe en voyage, où Osamu entend soudainement une annonce dans sa tête, indiquant qu'il a découvert un point de repère appelé Château de Grune. La voix lui donne envie de se terrer dans un trou et de mourir, et Nirm remarque sa détresse et est un peu inquiet. Nirm le mentionne aux autres, mais ils n'y prennent pas attention. Ce genre de choses est devenu trop courant. Tama demande alors à Nirm de la remplacer pour traîner le cercueil. Nirm n'est pas ravi, mais il intervient quand même, et bientôt la ville de Grune apparaît à l'horizon. En s'approchant des portes, ils aperçoivent un poste de contrôle d'inspection. Tama les assure avec confiance qu'elle peut les faire passer, affirmant qu'elle est en quelque sorte une célébrité locale. Mais dès que les gardes la reconnaissent, ils entourent le groupe et les arrêtent immédiatement. La scène coupe à eux dans un cachot humide, où Annette prie Dieu pour leur délivrance, mais il est clair que l'intervention divine ne viendra pas. Nirm mentionne que les gardes ont emmené Tama dans une autre cellule et commence à spéculer qu'il pourrait être dans ce pétrin à cause d'elle. Il se demande même si Tama a eu le cran de voler la royauté ou de commettre un autre crime odieux. Annette, fidèle comme toujours, défend Tama, insistant sur le fait qu'elle n'est pas une chatte voleuse. Pendant ce temps, Osamu, dans sa manière tordue, s'enthousiasme à l'idée d'une exécution, réfléchissant à toutes les différentes manières dont il pourrait être mis à mort.
Nerm essaie de rester pratique et suggère qu'il s'échappe, même si cela signifie laisser Tama derrière. Il commence à crocheter la serrure, au grand désarroi d'Annette, qui pense qu'un vaillant guerrier ne devrait pas être habile dans de tels arts douteux. Cela déprime Nerm, tandis qu'Osamu se lamente avec colère que ses rêves d'une grande exécution sont anéantis. Tout le bruit qu'ils font attire les gardes, qui découvrent rapidement leur tentative d'évasion et les attachent avec des cordes. Osamu, toujours étrangement optimiste, demande s'ils vont être exécutés, et les gardes ne peuvent s'empêcher de penser qu'il est vraiment bizarre d'en être heureux. Plus tard, Osamu et les autres sont amenés devant le roi sibérien. Le ministre Briard les informe qu'ils seront exécutés pour leurs crimes. Annette et Nerm sont perplexes, ne sachant pas de quel crime ils sont accusés. Le roi révèle alors qu'ils sont condamnés pour avoir enlevé sa fille, Mathilda, et que c'est un crime digne d'exécution à ses yeux. Tama entre alors dans la salle du trône et clarifie immédiatement la situation, disant à son père qu'elle n'a pas été kidnappée. La surprise, c'est qu'elle est en réalité la princesse de cette nation, et Tama explique qu'elle a voyagé dans différents pays pour perfectionner ses compétences en arts martiaux, et qu'elle a rencontré le groupe au cours de son voyage. Elle se tourne ensuite vers Annette, lui demandant de confirmer son histoire. En réalisant que Tama est de la royauté, Annette change rapidement de ton, lui faisant des courbettes et parlant d'une manière formelle, confirmant tout ce que Tama a dit. Tama, cependant, lui dit de se détendre et de ne pas la traiter différemment, puis demande à son père de libérer ses amis. Le roi, cependant, ne cède pas si facilement et dit qu'il ne les laissera partir que si elle accepte de faire ce qu'il dit. Plus précisément, il veut qu'elle jure d'arrêter ses aventures imprudentes et de commencer à se comporter comme la royale qu'elle est, tout comme sa défunte mère. Tama n'est pas du tout ravie de cela, mais en considérant la sécurité de ses amis, elle accepte à contre-cœur les conditions de son père. Elle dit à ses amis que c'est ici que leur voyage ensemble se termine et part, les remerciant pour tout. Osamu et les autres sont ensuite libérés, et nous les retrouvons plus tard dans une taverne. Nerm dévore la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain, tandis qu'Osamu, toujours obsédé par le fait d'avoir manqué son fantasme de grande exécution, avale une poignée de pilules empoisonnées dans un état de dépression. Nerm remarque à quel point il a été choqué d'apprendre que Tama est en réalité une princesse, et Annette est d'accord. Elle s'inquiète maintenant, réalisant qu'elle a peut-être été un peu trop décontractée avec Tama, et espère qu'elle ne sera pas exécutée pour cela. Annette réfléchit au fait qu'il l'appelle Tama, malgré son beau nom comme Mathilda. En entendant cela, une serveuse nommée Faune intervient, demandant s'ils connaissent la princesse Mathilda. Elle se présente comme la demoiselle d'honneur qui servait la princesse, et elle est curieuse de savoir s'ils sont amis avec elle. Nerm informe tranquillement Faune qu'il voyageait avec Mathilda jusqu'à hier, lorsque le roi l'a ramenée au château. Il hausse les épaules, disant que c'est compréhensible, puisqu'elle est, eh bien, une princesse après tout. Osamu sent qu'il y a plus dans la vie de Tama qu'il n'y paraît, et il est curieux d'en savoir plus. Il se demande à voix haute si Faune peut éclairer l'histoire de Tama. Il mentionne que lorsqu'il a rencontré Tama pour la première fois, elle était piégée par un monstre arbre, et maintenant elle est confinée au château par son père. Il la trouve intrigante malgré son statut royal. Annette le prévient rapidement de ne pas fouiller dans le passé de Tama, lui rappelant qu'elle est une princesse, tandis que Nerm lui conseille d'arrêter de l'appeler Tama si familièrement. Mais Osamu ne se soucie pas de son titre. Pour lui, elle sera toujours Tama. En entendant son sentiment sincère, Faune accepte de partager le passé de Mathilda. Pendant ce temps, ailleurs dans le château, Tama réfléchit à la surprise sur les visages de Nerm et Annette lorsqu'ils ont découvert qu'elle était une princesse. Elle remarque qu'Osamu, en revanche, est resté lui-même, et elle se demande ce qu'ils font maintenant. Juste à ce moment-là, elle remarque un homme debout sur le toit de la salle du trône, et soudain, le toit s'effondre. Le roi se précipite pour voir ce qui se passe et trouve un homme assis nonchalamment sur son trône. L'homme exprime son excitation à l'idée de goûter la chair de demi-femme. Le roi exige de savoir qui il est et l'homme se présente comme Kaibara, prétendant être l'un des 7 héros qui ont vaincu le Seigneur des Ténèbres et sauvé le monde. Cependant, il se fait maintenant appeler l'ange déchu de la gourmandise, et le roi réalise avec horreur que Kaibara est l'un des 7 anges déchus infâmes. Le roi est choqué et se demande pourquoi Kaibara est venu ici. Kaibara explique calmement qu'il a l'intention de dévorer toute la nation. Sentant le pouvoir écrasant de Kaibara, le roi réalise qu'il est doué. Les soldats accompagnant le roi refusent de laisser Kaibara faire à sa guise et se précipitent sur lui. Mais Kaibara, utilisant son don, invoque d'énormes crocs qui dévorent les soldats. Il les mâche soigneusement mais n'est pas impressionné par leur goût, expliquant qu'il est plutôt exigeant sur ce qu'il mange. Il dit ensuite au roi qu'il a une préférence pour la chair des femmes, surtout la viande tendre d'une demi-femme. Les soldats restants sont visiblement en colère face à l'attitude arrogante de Kaibara, mais le roi leur ordonne de se retenir, et Briard réalise que le roi lui-même se prépare à combattre. Le roi déclare que Kaibara ne quittera pas la salle du trône vivant et se prépare pour la bataille. Kaibara est ravi à l'idée d'affronter un roi guerrier et tente de le dévorer avec ses crocs monstrueux. Cependant, le roi repousse habilement l'attaque et riposte avec une puissante technique d'arts martiaux basée sur le tonnerre. Mais à la surprise du roi, l'attaque n'a aucun effet. Kaibara rit, expliquant qu'un tel coup aurait tué une personne normale.
mais que son corps est actuellement aussi dur que l'acier puisqu'il a récemment dévoré un tas de golems. Imperturbable, le roi commence à préparer sa technique ultime. Voyant cela, Briard réalise que le roi a l'intention d'éliminer Kaibara plutôt que de le capturer. Le roi le confirme, déclarant qu'un salaud comme Kaibara ne mérite pas de pitié après avoir massacré ses hommes. Il jure donc de le détruire d'un seul coup décisif. Mais juste au moment où il est sur le point de lancer son attaque, Mathilda entre dans la pièce. Les yeux de Kaibara s'illuminent d'une excitation tordue lorsqu'il pose enfin les yeux sur une belle demi-femme et le cœur de Mathilda se serre de terreur en le reconnaissant comme le monstre qu'elle avait senti auparavant. Déterminée à se battre, elle déchire sa jupe pour se préparer au combat, mais son père lui ordonne sévèrement de rester en arrière, lui disant qu'elle ne pourra jamais remplacer Léon. De retour à la taverne, Faune révèle que Mathilda avait autrefois un frère jumeau nommé Léon, qui était le prince couronné destiné à hériter du trône. Avec la gentillesse de Mathilda et la vaillance de Léon, tout le monde croyait que leur nation se dirigeait vers une longue ère de paix. Mais il y a 10 ans, une tragédie a frappé lorsqu'une tempête a provoqué un éboulement, tuant le prince Léon et la reine sur le chemin du retour au château. Le roi était dévasté par leur mort et tomba dans une profonde dépression. Mathilda ne pouvait pas supporter de voir son père si brisé, alors elle prit une décision audacieuse. Elle a demandé à se faire couper les cheveux pour ressembler à Léon et a juré de prendre la place de son frère, espérant apaiser la douleur de son père. Mais au lieu de les rapprocher, cet acte n'a fait qu'approfondir le fossé entre eux. De retour au château, le roi essaie d'avertir sa fille que ses compétences en arts martiaux ne suffiront pas pour vaincre Kaibara. Mais Mathilda est offensée et se précipite imprudemment vers lui. Kaibara est presque amusé et est sur le point de la dévorer avec son don tordu, mais le roi intervient, sacrifiant son bras droit pour la sauver. Kaibara, curieux de la profondeur de l'amour parental, exprime sa déception, notant que le roi ne pourra pas déployer sa technique ultime avec son bras dans un tel état. Pour les narguer davantage, il pousse à Mathilda le bras coupé de son père dans sa bouche, la mettant en rage. Elle tente une autre attaque, mais Briard intervient, la rendant inconsciente et s'enfuyant rapidement avec elle. Frustré que son repas se soit échappé, Kaibara décide de la garder pour plus tard, reportant son attention sur la manière dont il devrait savourer le roi. Pendant ce temps, à la taverne, Annette remercie Faune d'avoir partagé l'histoire de Tama. Marim demande à Osamu ce qu'il griffonne, mais avant qu'il ne puisse répondre, Briard fait irruption, soulagé de voir Faune. Portant l'inconsciente Mathilda, il les rassure en disant qu'elle s'est seulement évanouie et explique qu'ils ont à peine échappé à la mort. Le château de Grune est tombé aux mains d'un maléfique venu d'un autre monde qui est apparu de nulle part. Soudain, une forte explosion retentit en provenance du château, et les citoyens de Grune voient leur roi capturé exposé à la vue de tous. Kaibara, maintenant devant eux, se présente comme leur nouveau souverain. Avec un sourire tordu, il les rassure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, promettant de ne pas les opprimer. Au lieu de cela, il révèle ses véritables intentions horrifiantes. Il veut seulement se régaler de la chair des demi-humains, ciblant spécifiquement les femmes et les enfants. Les hommes, dit-il, peuvent continuer à travailler comme d'habitude. Une âme courageuse lance une pierre à Kaibara, mais il est rapidement dévoré par le monstre. Kaibara, feignant la surprise, admet qu'il était peut-être trompeur de prétendre qu'il ne mangerait pas d'hommes. Maintenant qu'ils l'ont mis en colère, il déclare que les hommes seront aussi au menu. Alors que la panique se répand et que les demi-humains tentent de fuir, Kaibara les informe froidement que c'est inutile. Il a déjà placé les anciens sbires du Seigneur des Ténèbres dans toute la ville pour empêcher toute évasion. Avec un rire glaçant, il promet de les voir tous à table avant de se retirer dans le château. Osamu est totalement excité par ce rebondissement inattendu, pensant que Tama est l'héroïne tragique ultime. D'abord, elle a été retenue captive par son propre père, et maintenant elle est la princesse d'une nation déchue. Mais il sait que Tama n'est pas du genre à se laisser faire et accepter ce destin. Il l'encourage à se réveiller et à prendre le contrôle, à leur montrer comment son histoire se déroule vraiment. Pendant ce temps, nous voyons Tama rêver de sa mère, qui lui dit quelque chose d'important à toujours se rappeler. Tama se réveille soudainement et réalise qu'elle est dans la maison de Faune. Elle sort, surprise de voir ses amis là, et demande ce qui se passe. Briard annonce que Kaibara a pris le contrôle de la capitale royale et essaie littéralement de manger les citoyens. Tama est maintenant furieuse et tente de se précipiter vers le château, mais Briard la retient. Elle insiste sur le fait qu'elle doit arrêter Kaibara, mais Faune intervient également, l'avertissant qu'elle n'a aucune chance, surtout puisque même le roi a été vaincu. Tama, toujours enflammée, souligne que son père a perdu parce qu'il essayait de la protéger. Elle ressent que c'est sa responsabilité de protéger la nation à la place de son défunt frère. Elle est convaincue que c'est son combat, mais Annette intervient, mentionnant la tragédie du passé de Clolan. L'histoire précédente de Faune lui a rappelé l'événement qui a coûté la vie à 2 membres de la famille royale il y a 10 ans. Annette admet qu'elle ignorait que ceux qui avaient péri étaient la mère et le frère de Tama, mais elle se souvient de la façon dont tout le pays a pleuré leur mort. Annette poursuit en disant que cela montre à quel point la royauté est aimée par le peuple. Si eux aussi perdaient Tama, tout espoir serait perdu. Elle demande à Tama de les laisser gérer ce combat, laissant entendre qu'ils ont une arme secrète pour faire face aux étrangers.
Osamu rassemble alors Annette, Nerm et Mélos, leur disant qu'il est temps de bouger. Alors que les 4 se dirigent vers le château, Briard regarde Mathilda et dit qu'elle a de très bons amis. La scène coupe à Osamu et l'équipe au château, où ils rencontrent 2 ogres gardant la porte. Les ogres mentionnent nonchalamment qu'ils ont reçu l'ordre de tuer quiconque croise leur chemin. Annette s'avance, prête à les combattre seule, mais Osamu l'interrompt, avançant avec une idée folle. Il dit calmement aux ogres qu'ils ne sont pas là pour se battre, mais pour être mangés. Osamu explique qu'il a été profondément inspiré par le discours du roi plus tôt, révélant qu'il a toujours été obsédé par les pensées de la mort et comment il pourrait partir, mais il n'a jamais envisagé d'être mangé vivant, et maintenant il est totalement partant. Il demande même aux ogres de faire savoir au roi qu'une personne désireuse d'être mangée est arrivée au château. Les ogres, perplexes, échangent des regards, pensant probablement qu'Osamu est une sorte de fou dérangé. Pendant ce temps, Osamu devient impatient, agacé qu'il retarde sa grande sortie. Avance rapide et Osamu et les autres se retrouvent à nouveau enfermés dans une cellule. Annette est désespérée et prie pour une intervention divine, mais quand rien ne se passe, elle commence à perdre la foi. Osamu est étonnamment calme et lui dit de se détendre. La mort fait juste partie du plan, mais ce n'est pas encore son heure de partir. Il se tourne vers Nerm, lui demandant de crocheter la serrure. Pendant ce temps, la scène se déplace vers Briard, apportant de la soupe à Tama en ville, seulement pour trouver sa chambre vide. De retour au château, Kaibara feuillette un registre, décidant qui manger en premier. Puis, les ogres gardiens arrivent, l'informant de l'étrange humain qui veut vraiment être mangé. À ce moment-là, Tama fait irruption après s'être occupé des gardiens et Kaibara sourit avec satisfaction. Son repas est venu à lui de son plein gré. Tama se souvient soudain de son enfance, assise sur une branche d'arbre, regardant son père entraîner son frère, Léon, à l'art du combat. Léo, malgré sa nature douce et détestant l'idée même de la violence, a été poussé à apprendre à se battre. Tama, en revanche, était un garçon manqué fougueux, brûlant du désir d'apprendre ces mêmes compétences. Mais chaque fois qu'elle demandait à participer, son père la repoussait, lui disant de retourner à la cuisine avec sa mère comme si c'était là qu'elle appartenait. Revenant au présent, Tama se jura qu'aujourd'hui, elle prouverait sa force à tout le monde, tandis que Kaibara souriait de toutes ses dents, ravi de la voir, sachant qu'elle était tombée dans son piège dès qu'il avait utilisé son père comme appât. Se levant de son trône, il la nargue en disant qu'il aime jouer avec sa nourriture, et il donne un coup de pied à un démon allongé à ses pieds directement vers Tama. Elle évite de justesse le corps, horrifiée par la puissance de son attaque. Mais ce n'était qu'une distraction. En un éclair, Kaibara réduit la distance et déclenche une attaque électrique brutale sur Tama, l'envoyant s'écraser contre le mur. Elle est stupéfaite car c'était la capacité de son père, alors Kaibara commence à rire comme le monstre sadique qu'il est, révélant que son pouvoir secret est la gloutonnerie, qui lui permet d'utiliser les pouvoirs de n'importe qui après les avoir goûtés. Et maintenant, il prévoit de la déchirer en utilisant les compétences de son père avant de la manger vivante. Pendant ce temps, Osamu et son groupe ont réussi à s'échapper de la prison et à naviguer dans les couloirs sinueux du palais. Anna demande si Osamu a un plan, mais au lieu de se diriger directement vers la salle du trône, il les conduit dans une autre chambre, celle qui appartenait à la reine de son vivant. Il se précipite vers la commode et essaie d'ouvrir les tiroirs, mais ils sont verrouillés. Nerm, frustré, le presse d'arrêter de perdre du temps et de se concentrer sur le sauvetage de Tama, mais Osamu, toujours charmeur, flatte Nerm en disant que l'équipe a de nouveau besoin des services d'un vaillant guerrier. Nerm, maintenant de bonne humeur, ouvre avec empressement la commode, révélant un livre caché à l'intérieur. De retour dans la salle du trône, Tama lutte pour rester debout sous l'assaut incessant de Kaibara. Il est trop rapide, trop fort, apparaissant derrière elle en un instant et lui assénant un coup de pied brutal qui l'envoie valser. Et avant qu'elle ne puisse même réagir, il est au-dessus d'elle, la projetant au sol avec un coup de coude écrasant. Il rit, se moquant d'elle, lui disant que ses arts martiaux ne sont que des déchets et qu'elle ne pourra jamais le vaincre. Mais alors que Tama est là, meurtrie et contusionnée, elle se souvient de son frère Léon, comment il s'entraînait sans relâche, sans jamais abandonner même s'il détestait se battre. Rassemblant chaque once de force, elle se force à se relever malgré les supplications désespérées de son père pour qu'elle se retire, sachant que l'écart de puissance est trop grand. Kaibara, quant à lui, est pratiquement en train de saliver d'excitation. Sa résilience ne fait que le rendre plus avide de goûter sa chair. Son esprit tordu se remémore sa vie antérieure où il était un enfant gâté, né dans un monde de richesse inimaginable. Ses parents cédaient à tous ses caprices, le comblant de repas 5 étoiles et de luxe, mais rien de tout cela ne comblait le vide béant en lui. Il a grandi en sociopathe, insensible à tout, en quête de quelque chose, n'importe quoi pour se sentir vivant. Un jour, il a craqué, attaquant une domestique avec une fourchette juste pour voir ce que ça faisait. Ses gardes du corps ont dû le tirer d'elle, mais grâce à ses parents riches, il n'a subi aucune conséquence. Sa vie a continué, vide et sans but, alors qu'il errait dans la ville dans sa Skeio, battant des sans-abri pour le sport, pensant qu'il devrait simplement construire une maison s'il n'en avait pas. Heureusement pour le monde, Truck-kun a rendu service à tout le monde en envoyant ce psychopathe dans un autre monde. Mais même ici, Kaibara est resté un maniaque complet. Il rit de manière maniaque, déclarant qu'il dévorera tout ce royaume jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à consommer.
Il se jette sur Tama, mâchoires grandes ouvertes, prêt à la déchiqueter. Mais soudain, ses mâchoires se figent et nous voyons Osamu debout devant Tama. Kaibara regarde Osamu avec un mélange de confusion et de mépris, se demandant qui pouvait bien être cet homme à l'apparence étrange. Osamu l'insulte alors avec désinvolture, disant que l'histoire de Kaibara est encore pire que celle de Shadowhunter, une pique qui touche clairement Kaibara. Kaibara est agacé par cela et essaie de claquer Osamu avec ses mâchoires, mais à sa grande surprise, il découvre que ses mâchoires ne peuvent pas bouger. La confusion envahit Kaibara alors qu'il commence à se demander pourquoi ses instincts lui crient de s'éloigner de ce type. Juste à ce moment-là, Anna et Nerm apparaissent, soutenant Osamu et déclarant qu'il est là pour infliger une punition divine. Ils disent à Osamu d'écrire une histoire sur Kaibara et de le renvoyer dans son monde d'origine. Mais Osamu, étant la légende absolue qu'il est, refuse catégoriquement. Il rejette Kaibara comme une perte d'encre, disant que son histoire est si pathétique qu'elle ne mérite même pas d'être écrite. Cela met Kaibara dans une rage folle et il déclenche son éclair, projetant tout le monde au loin et jurant de tous les tuer avant de festoyer sur la princesse. Pendant ce temps, Tama lutte pour se relever, rongé par la culpabilité et se blâmant pour les blessures que ses amis ont subies. Mais Osamu, toujours aussi cool, ne bronche même pas. Il tend à Tama une pile de pages, lui disant que cette histoire lui est dédiée. Alors qu'elle attrape le livre et feuillette les pages, elle commence à briller et à s'élever dans les airs, tourbillonnant autour d'elle comme une aura protectrice. Kaibara est toujours furieux et essaie de foudroyer Nerm avec un autre éclair. Mais Anat intervient, bloquant l'attaque avec son bouclier, se demandant si les capacités d'Osamu fonctionnent aussi sur les gens ordinaires. Osamu se tourne alors vers Tama, louant sa résilience et sa gentillesse, reconnaissant qu'elle était prête à se sacrifier pour le bonheur de ses amis. Il explique que ses tentatives de prendre le rôle de son frère et d'aider son père à surmonter sa mort étaient nobles mais finalement non reconnues. Osamu lui dit qu'elle a deux choix. Elle peut soit devenir la princesse idéale que son père voulait, soit prendre la place de son frère en tant que prince. Mais ensuite, il lui révèle la véritable sagesse, en disant à Tama que son chemin lui appartient, façonné par ses expériences uniques. Il l'encourage à vivre la vie qu'elle désire, et avec ces mots, les chaînes qui la retenaient depuis si longtemps se brisent enfin, et pour la première fois, Tama se sent vraiment libre. Puis une lueur dorée éclatante émane de Tama alors que l'emblème de la bête divine apparaît sur sa main, l'inondant d'une vague d'énergie. Elle se tient de nouveau droite, sa détermination intacte, tandis que Kaibara ricane, se tournant pour se moquer d'elle. Il plaisante en disant que si c'était un cliché d'anime ou de manga, elle le battrait probablement maintenant et partirait vers une fin heureuse. Mais comme c'est la vraie vie, il lui assure que rien de tout cela ne va se produire. Il promet qu'elle et ses amis mourront juste devant elle et qu'il savourera chaque instant en la dévorant vivante devant son père. Tama, cependant, n'est pas ébranlé par ces menaces tordues, tandis qu'Osamu allume nonchalamment une cigarette et dit à Kaibara de lui donner une chance, car il pourrait être surpris par la force d'une femme moderne et indépendante. Sans hésiter une seconde, Tama se précipite vers Kaibara, qui tente de l'électrocuter, mais elle trouve habilement une ouverture et lui assène un coup de poing qui le fait vaciller. Stupéfait par le coup inattendu, Kaibara a à peine le temps de se remettre avant qu'elle ne lui donne un coup de tête comme un bélier en charge, le déséquilibrant. Kaibara, furieux, tente alors de lancer une attaque massive, mais Tama est déjà dans la zone, activant une capacité spéciale connue sous le nom de Sand Crocs, qui lacère le corps de Kaibara avec une précision implacable, et il tombe au sol, mort dans sa propre mare de sang. Puis Tama, épuisé, s'effondre également, et son père se précipite pour la rattraper, tandis qu'Anat se dépêche de la soigner. Ensuite, Osamu s'approche du roi, lui remettant le livre qui appartenait à sa femme. Le roi est profondément reconnaissant et remercie Osamu pour son aide. Mais Osamu, toujours l'écrivain impassible, lui dit de remercier sa fille à la place. C'est elle qui a tout fait. Lui, il a simplement écrit une histoire qu'il trouvait intéressante. Mais juste au moment où il pense que tout est fini, le corps de Kaibara commence à léviter, s'élevant dans le ciel alors qu'il subit une transformation grotesque. Il ressuscite en une abomination démoniaque de 1000 pattes monstrueux, même Kaibara lui-même est surpris par ce qui se passe. Mais ensuite, il se souvient qu'il avait secrètement consommé la chair de l'ancien roi démon lorsqu'ils l'ont tué. Cet acte sombre l'a maintenant transformé en un démon encore plus puissant, bien plus fort qu'avant. Le roi regarde avec désespoir, se demandant si c'est vraiment la fin, alors que Tama est allongé, épuisé et incapable de se battre. Juste au moment où Kaibara se prépare à frapper, sa tête est soudainement tranchée nette par une lame rapide. Les yeux de tout le monde s'écarquillent de stupeur lorsque la fille de l'ancien roi démon, Waldelia, entre en scène. Toute la salle se fiche de choc, le roi lui-même se demandant ce qui se passe aujourd'hui. Waldelia, cependant, ne leur prête aucune attention et marche directement vers le corps tremblant de Kaibara. Et quand il la reconnaît, il commence à se moquer d'elle, se vantant que son père était un repas savoureux. Cela met Waldelia en rage et sans hésitation, elle canalise un puissant rayon de magie noire qui non seulement détruit ce qui reste de la tête de Kaibara, mais perce aussi un énorme trou dans le toit du château, ne laissant aucune trace de l'abomination.
Tama et les autres se préparent immédiatement à un autre combat, s'attendant à ce que Waldelia se retourne contre eux. Mais Osamu, indifférent au chaos, apparaît tranquillement derrière la princesse démon et lui demande si elle se sent mieux après sa vengeance. Waldelia est surprise de voir Osamu vivant, surtout après avoir été certaine de l'avoir tué. Elle le fixe brièvement, mais au lieu d'attaquer, elle se retire simplement vers son dragon avec une promesse glaçante de le tuer la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Alors que la nuit cède enfin la place à l'aube, quelques semaines passent, et Osamu et son groupe se préparent à quitter le royaume des bêtes et à poursuivre leur voyage. Mais à la grande consternation du groupe, Tama a décidé de rester pour aider son père. De retour au château, le roi arrive à une réalisation. Tama, avec son esprit sauvage et sa soif d'aventure, n'est pas faite pour la vie de princesse. Elle ne peut pas rester en place et cherche toujours la prochaine aventure. Alors il décide de la laisser partir, la libérant pour qu'elle rejoigne ses amis dans leur voyage. Tama se précipite dehors, ravi, pour trouver Nerm en train de lutter pour traîner le cercueil d'Osamu, une tâche lourde que Nerm ne maîtrise clairement pas. En la voyant revenir, Nerm s'illumine, sachant qu'elle est là pour aider à traîner ce cercueil ridicule vers la prochaine aventure sauvage qui les attend. C'est tout pour cette vidéo les gars. Si vous aimez cette nouvelle série, laissez un like pour le prochain épisode et abonnez-vous pour plus de contenu anime. Merci d'avoir regardé.